Chamonix, il est très important d'avoir la définition du mot anglaise. Pas toujours très sexy, mais stable. Une illustration de Théophile Gautier. Je ne puis exprimer la sensation désagréable que j'éprouvais à la vue de la première anglaise que je croisais. Un chapeau à voile vert sur la tête, marchait comme un grenadier de la garde au moyen de grands pieds chaussés de grands brodequins. Théophile Gautier, Voyage en Espagne. Alors, Suzy, que nous allons rencontrer dans Welcome to Chamonix, est autrement plus séduisante. C'est donc un dialogue entre Suzy, jeune anglaise, arrivée à Chamonix, et puis Pierrotte, qui est serveuse d'ailleurs, non, qui est femme de chambre dans un hôtel, à Chamonix depuis longtemps. Les deux femmes se retrouvèrent face à face au milieu de la rue. La chamonarde toisa l'anglaise. Tu retournes sur ton île? Non, j'y cherche du travail. Tu cherches du travail. Pierrotte inspecta sa vis-à-vis avec une moue sceptique. Et qu'est-ce que tu sais faire de tes 10 doigts? Suzy regarda ses mains, sans comprendre. Le ménage, t'as déjà fait? Ah oui, le ménage, oui, le plomb, j'ai l'habitude. Pierrotte hocha la tête, pas plus convaincue que ça. Bon bah t'as de la chance, tu tombes au bon moment. Tu as du travail? Ouais, c'est ça, j'ai le travail, allez viens avec. Les gens du pays vont bien se demander ce que je fous avec une saucisse pareille. Elle commença par installer la saucisse en question dans l'hôtel pour qui elle travaillait, dans une chambre mansardée, trop vétuste pour être louée, mais spacieuse et exposée plein sud. Les toilettes et la douche étaient sur le palier, la moquette d'un jaune douteux, le lavabo émaillé de coulures de rouille et le lit plus creux qu'un hamac. Mais l'anglaise, qui vivait depuis le début de l'hiver à 4 dans un studio minuscule, fut tout de suite emballée. Bah, c'est super! Combien ça coûte? Bah rien, je m'arrangerai avec le père Carrier, de toute façon il n'est pas là aujourd'hui. Et puis ici, moi, je fais ce que je veux, hein, parce qu'il ne manquerait plus que ça qu'on m'emmerde. Bon alors côté chauffage, c'est pas le Pérou. Le radiateur il se met en route quand il veut, sauf quand ça caille. Et puis ça fait un barouf du tonnerre de Dieu. Suzy eut un peu de mal à faire le lien entre l'Amérique du Sud, une espèce comestible de volatile, et les foudres du Créateur, mais comprit qu'il était question de chauffage. C'est pas grave, je suis pas frileuse. Bah ça, on a vu que t'étais pas frileuse. Pierrotte ouvrit la fenêtre et posa sa main sur la rambarde. Bon, il n'y a pas de frigo, mais tu peux mettre ta bière là. C'est tout ce qu'il y a de bien dans ce pays, pas besoin de frigo, on habite dedans. Il fait froid en été aussi. Ah ben tu sais ce qu'on dit ici. À Chamonix, il y a 2 saisons. L'hiver et le 15 août. Mais on m'a dit que le 15 août, pour le fête des guides, il pleuvait toujours. Bah c'est vrai aussi. Pas comme ça, tu connais tout du climat local. Suzy attaquait à 7h30 du matin par des petits déjeuners à préparer chez des particuliers, puis retrouvait Pierrotte à l'hôtel de l'Alpe pour faire le ménage de toutes les chambres occupées. Si on m'avait dit qu'un jour, je travaillerais avec une roast beef, dit Pierrotte à Suzy au bout de la première semaine en lui collant une pile de draps dans les bras. Mais faut reconnaître que t'es pas une feignasse. Et puis encore la semaine dernière, il y avait la Jackie Ravachu qui m'aidait. On va avec son dos. Elle peut plus rien porter. Et puis dans le ménage, on fait que porter. Hein, t'as remarqué? Et puis moi, avec ma manie de prendre tous les boulots, on est comme ça ici. Hein, les sous, il n'y en a jamais trop. La journée finie, les deux femmes se retrouvaient chez Ruhl, où Suzy, son physique aidant, avait assez vite trouvé sa place. Ses progrès en patois local étaient spectaculaires. On avait commencé par lui apprendre que le mot Ruhl n'était pas tout à fait un compliment, plutôt un concentré des mots rude et mule. Et pourquoi Velasquez il dit toujours « Et moi je suis d'état neige ?» demanda-t-elle un soir à des fois. Velasquez est donc un des personnages que vous connaissez certainement. Un grand sourire fendit le visage de son interlocuteur. « Ah ça, ma jolie, c'est historique. » Des fois fit rouler la cigarette d'une extrémité à l'autre de sa bouche, signe de grand contentement. « Bon d'abord, c'est pas de ta neige, qui dit Velasquez. Non, c'est de ta linge. Ta linge. Inge. Ta linge, c'est un patelin au-dessus de Cluse. Tu sais pas ce qui s'est passé là-bas à la mobilisation en 39? Ben non. Eh ben on les a oubliés. Pour partir à la guerre.
Ouais, mais je lis pour partir à la guerre. Ils n'ont pas été réquisitionnés. C'est pas la mobilisation qu'ils ont été oubliés, c'est au référendum de De Gaulle, contesta Rula. Bah, à la mobilisation, je te dis. Alors, Velasquez, il était Saint-Linge. Bah, Velasquez, il a jamais été plus loin que les ouches. Hein. Non, là, t'es menteur. Tes menteurs, ils ont été faire un chantier une fois à Saint-Malo avec Mullard. C'était une des belles histoires de chez Rule. Dès leur premier soir sur la côte bretonne, les deux acolytes avaient fait la tournée intégrale des bars de la ville. En sortant du dernier, ils n'avaient plus la moindre idée d'où se trouvait l'hôtel. Ils avaient passé la nuit sur la plage, réveillés au petit matin par la marée. Des fois, repris la parole. Donc quand on dit « et moi, je suis de Talinge », ça veut dire qu'on t'a oublié. C'est pas plus compliqué que ça, t'as compris. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Après avoir salué tout le monde, Velasquez avait rejoint sa place habituelle. Tu me mets un blanc, s'il te plaît? Et moi, je suis de Talinge. Avait lancé Suzy. Pertinente initiative, saluée de la tête par son professeur d'histoire locale. Parfumé. Moi, dit Gordon, c'est bien simple. Je n'ai pas une odeur d'homme. J'ai une odeur de montagne. Ma peau sent la montagne. Ah, tu veux pas me croire? Ah tiens, nifle. C'est vrai, dit-elle. Il sent la montagne. Jean Giono, œuvre romanesque complète, tome 3, L'eau vive. Cadenassés dans leur cage de ferraille et de plexiglas, les touristes en partance pour la Vallée Blanche regardent en silence défiler devant leurs yeux un monde désolé, glacial, inhumain. La face nord de l'aiguille du Midi. 1000 mètres de parois gelées, entaillées d'éperons noirs, barrées de séracs menaçants. Ça et là, quelques morceaux de câbles rouillés témoignent du rude combat que fut la construction du téléphérique. Ah, un skieur! Un skieur! Il y a dans la voix du passager qui vient de pousser ce cri quelque chose de l'émotion du baigneur qui voit passer un aileron de requin. En même temps, tout le monde veut voir. Les mieux placés fouillent la paroi, les autres tendent le cou, se dressent sur la pointe des pieds, essayent de se rapprocher des bords. Un autre, il y en a 2! Non, 3, il y en a encore un au-dessus! Ils sont effectivement 3. 3 mouches collées sur une vitre, qui se laissent glisser lentement vers le bas. Otokotsuki! Un japonais du groupe qui occupe la moitié de la cabine vient de voir quelque chose qui bougeait. Otokosuki! Otokosuki! Les appareils photo crépitent, comme dans un défilé de mode. Tel un périscope, une caméra s'élève au milieu de la benne et réalise un plan panoramique à 360 degrés. Sans bruit, la benne s'envole à 10 mètres secondes vers le ciel, domine bientôt les skieurs, quand une voix de fillette s'élève, légèrement chevrotante. Dis papa, c'est là qu'on va descendre? Ces spectateurs sont aux premières loges d'un événement historique, la première descente à ski de la face nord de l'aiguille du Midi, le 30 mai 1977. Anselme Beau louche sur cette paroi depuis des années. Ce jour-là, le guide morzinois a prévu de descendre côté Vallée Blanche avec 2 clients et puis Daniel, son épouse. À la station intermédiaire du plan de l'aiguille, avant de prendre la benne du 2e tronçon qui s'élève d'un jet jusqu'à la cime, il observe la bête aux jumelles et s'enfonce les oculaires jusqu'au fond des orbites. 2 points noirs se déplacent sur la pente sommitale dans le sens de la descente. Quand il prend place dans la cabine, l'affaire est entendue. Pas question de se faire souffler la première sous le nez comme au couturier. Il n'a rien dit à ses compagnons, qu'il voit partir tel un dératé dans les galeries de l'aiguille du Midi. À la sortie de la benne, je me précipite en haut de la face nord, vérifie encore mon matériel et boucle énergiquement mes chaussures. Par intuition, j'ai pris mes bons skis, c'est-à-dire ceux de slalom de 2,4 m. Ma corde et mes anneaux sont dans le sac. Lorsque Gilles et Chantal, mes compagnons, et Daniel me voient chausser les skis en versant nord à la sortie du tunnel, ils sont stupéfaits. J'ai le temps de leur proposer de descendre à 3 à la Vallée Blanche, qu'ils connaissent suffisamment bien, et de nous retrouver plus tard à Chamonix. Daniel ne comprend pas trop mon attitude, mais je ne peux pas perdre mon temps en palabres parce que les 2 autres continuent à descendre. Pour l'observateur néophyte, s'élancer à ski dans la face nord de l'aiguille du Midi ressemble à un geste désespéré. Quelque chose comme enjamber la rambarde du Golden Gate Bridge. L'épouse, un tantinet inquiète, voit disparaître son mari dans l'abîme. En virage précis, exécuté tambour battant, il dévale la première pente sans s'arrêter. Anselme Beau a rendez-vous avec l'histoire.
Ceux qui le précèdent, Yves Détry et Daniel Chauchefoin, 2 aspirants guides français, n'en sont pas à leur coup d'essai. La semaine précédente, ils se sont offerts la première du glacier rond, un couloir ardu en amont d'un gros sérac. Beau fond sur ses prédécesseurs, qui se sont arrêtés pour poser une main courante. Des petites boules de neige leur sifflent aux oreilles, veste de l'école nationale de ski et d'alpinisme, style virevoltant, ils reconnaissent aussitôt l'envahisseur. Beau n'est pas mécontent de se joindre à la fête, même sans carton d'invitation. Étonnés de me voir arriver, ils doivent sitôt admettre que la descente se fera à 3. Il prend aussitôt la tête du commando, qui s'engage alors dans le passage le plus risqué de la face, la diagonale ou pan de rideau. Une pente en écharpe sur la gauche, inclinée à 50 degrés entre 2 barres rocheuses. Un numéro d'équilibriste qui ne les laisse pas indifférents. Le soleil rasant ne l'avait pas encore ramolli, rapporte Beau. Pire, les petites coulées de la fin de l'après-midi avaient rendu sa surface verglacée, impénétrable à nos quarts pourtant bien affûtés. Le guide extirpe son piolet de la bretelle du sac à dos et s'en sert pour assurer sa progression, souvent en dérapage. L'heure est à l'extrême vigilance. Des rochers affleurants n'attendent que le moment de leur glisser le croche-pied fatal. La neige accroche mieux, les virages reprennent. Anselme Beau parvient, le premier, au bas du pan de rideau, et installe un rappel sur un béquet rocheux. 20 mètres en rappel, ski au pied, et ils repartent. Ça commence à sentir le champagne. Un étroit couloir bien skiable nous donne accès au dernier grand couloir de la face. Une rapide traversée nous conduit au plan de l'aiguille. Pour moi, la descente a duré à peine un peu plus de 2 heures. 2 heures historiques. Pour un itinéraire qui va devenir un classique du ski extrême, le Mallory, du nom de son premier ascensionniste, Georges Mallory, disparu en 1924 à l'Everest. Le Mallory, accès téléporté aidant, a depuis vu passer des centaines d'amateurs de virages culottés. Chef de cordée, fanfaron, qui fait le brave, synonyme fier à bras. Client, figurine représentant un être humain, actionné à la main par une personne cachée, synonyme marionnette. Cordée, action de suivre un individu suspect, synonyme filature. Crevasse, endroit isolé propice à la méditation, synonyme thébaïde. Alors une dernière petite histoire qui nous ramène aux premières histoires de Dominique Potard. Dans la famille alpiniste, je voudrais la mer. Un cri. C'est le souvenir le plus tenace que j'ai des incursions de ma mère dans l'univers impitoyable de la haute montagne. Pas un de ces cris qui figent sur place et dont les femmes ont le secret. Non, un cri continu. Un peu comme une sirène d'alarme de voiture qui planait au-dessus des glaciers, repris par l'écho, et qui se déclenchait dès qu'on sortait la corde du cerf. Nous passions nos vacances à la montagne, dans la vallée du Val-Gaudemar. Mon père nous rejoignait le week-end, et comme ma mère ne supportait pas de nous laisser partir seuls, mon frère et moi, à la conquête de ces belles qui jouissaient d'une très mauvaise réputation, elle s'était résignée à venir avec nous. Je me souviens en particulier d'une tentative au pic des Oupilloux. J'avais trouvé l'itinéraire d'ascension parfait, aux jumelles, depuis le camping, ignorant qu'il y avait des livres très bien faits pour ça. Ô époque dorée, nous étions au pied des montagnes, comme les premiers navigateurs devant l'océan. Nous avions campé à la limite des alpages. Après un copieux petit déjeuner, nous nous étions mis en route, sur le coup des 9h30, 10h, l'heure à laquelle les alpinistes sont déjà redescendus. Nous avions fini par atteindre, très émus, les neiges éternelles. Une petite bataille de boules de neige, elle était bien molle, et nous avions chaussé nos beaux crampons tout neufs. Denis, mon frère, avait sorti la corde. Bruiteur, sirène, s'il vous plaît. La première partie du glacier était débonnaire. Fidèle à mon schéma tactique, nous orientâmes nos pas vers un raide et large couloir que j'avais soigneusement étudié et qui débouchait tout près de la cime. Toute la face profitait d'un bon soleil. Une petite pierre dévalant de mon couloir vint se planter dans la neige juste à côté de nous. Le cri de ma mère s'interrompit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben rien, c'est juste un caillou. Ça doit être des gens là-haut qui nous l'ont lancé pour nous dire bonjour. Le fait qu'il puisse y avoir d'autres personnes que nous dans la montagne la rassurait toujours, même si là où nous étions, et surtout à l'heure où nous y étions, il y avait très peu de chances de croiser âmes qui vivent.
La partie centrale du couloir était entaillée par une superbe goulotte qui m'a paru offrir à l'évidence le passage idéal. Directe, élégante, sa forme encaissée lui donnant un petit air protecteur qui plairait à la mer. Confiant dans les merveilles de la nature, à aucun moment nous ne soupçonnâmes que cette goulotte, c'était évidemment les dizaines d'avalanches quotidiennes et les incessantes chutes de pierres qu'il avait creusées. Il n'était pas loin de midi. La pente devenant soudain vraiment raide, mon frère avait mis Tatou, le chien, dans son sac. Nous gagnâmes 200 mètres d'altitude sans que rien ne se passe. Nous étions alors dans une situation aussi stable que des quilles sur une piste de bowling un samedi soir. Attention! L'alerte venait du bas. Mon frère, doté d'une vue perçante, avait aperçu un énorme bloc se détacher et fondre sur nous. La sirène doubla de volume. Au prix d'une escalade sans grande coordination technique, mais enfin exécutée avec l'envie indiscutable de bien faire, nous réussîmes à nous extraire juste à temps de l'infernal déversoir. Le bolide nous passa au ras. On redescend, vous m'entendez? On redescend tout de suite, cria la mère. Le museau dépassant du sac, Tatou s'était mis à hurler à la mort pour lui donner raison. Quelques pierres plus petites sifflèrent dans les airs. Par une longue traversée au pas de course, nous réussîmes à nous mettre à l'abri sur l'arête qui bordait la rive gauche du couloir. Machinalement, je lorgnais vers le haut. Tout de suite, tu m'entends? On redescend tout de suite. Ce qui n'était pas forcément non plus une bonne idée. Le couloir était maintenant sous une pluie de projectiles de tout calibre. Au-dessus de nos têtes, il y avait un surplomb, puis le fil de la crête semblait offrir une ligne de progression assez évidente. Ah, ce serait dommage de s'arrêter si près du but. Vous faites comme vous voulez, moi je redescends. Tandis que la mère entreprenait un délicat demi-tour, je tentais de me souvenir de l'argumentaire de Louis Lachenal pour convaincre Lionel Terray de continuer dans la face nord de Léger. La seule solution, c'est de sortir par le haut, affirmai-je héroïquement. La seule solution, c'est de rentrer chez nous, oui. Mon frère réussit à trouver un terrain d'entente entre mon fanatisme conquérant et les brusques baisses de régime de ma mère. Bon bah si on mangeait un morceau. La mère avait dévalé du saucisson à l'ail, du pain, de la tome du champsor, et nous avions cassé la croûte accrochée à la pente. Notre situation nous parut un peu moins désespérée. Un itinéraire de retraite logique, pas trop exposé, se fit jour juste sous nos pieds. Alors 2 heures plus tard, nous nous décordions sur le glacier. La sirène s'arrêta, pour reprendre de plus belle. Un building de 5 étages venait de s'écrouler au sommet du couloir, explosant en milliards de morceaux. Des blocs de tout calibre fonçaient sur nous, dans un fracas terrifiant. Nous restâmes couchés, les mains sur la tête, encore un bon moment après le bombardement, et puis nous reprîmes le chemin de la vallée, persuadés d'avoir vécu une journée d'alpinisme ordinaire. Un petit dernier. Le père. Le week-end venu, la mère retournait à ses gamelles en poussant un ouf de soulagement. Le père prenait le relais. Le père ne criait pas en montagne, n'émettait pas non plus l'envie pressante de redescendre au moindre imprévu, non. Son truc à lui, c'était la glissade. Sur le cul. C'était magique. Dès qu'il posait un pied sur la neige, quelle que soit l'inclinaison de la pente, il volait, les 4 fers en l'air, lâchait son piolet et partait en glissade sur les fesses. Après avoir évité de justesse plusieurs drames, nous avions fini par nous adapter à cette singularité. À la montée, l'un de nous se tenait juste derrière lui pour le guider, un peu comme un automate, et à la descente, on le laissait dériver à sa guise au bout de la corde. Les rares fois où nous avions croisé des alpinistes, ils s'étaient largement écartés et avaient suivi notre équipage longtemps du regard. En redescendant du pic du Loup, les choses avaient tout de même bien failli tourner au vinaigre. Nous nous étions décordés et zigzaguions en file indienne entre les barres rocheuses. À chaque fois que nous mettions le pied sur la neige, mon père partait illico en glissade et s'arrêtait avec plus ou moins d'élégance dans les pierres. En tête du cortège, mon frère, fermant la marche, j'allais l'avertir de se méfier quand il aborda le dernier névé. Celui-ci s'interrompait à l'aplomb d'une cascade verticale d'une bonne vingtaine de mètres de haut. « Papa !» Fidèle à sa technique, il était déjà parti, comme un lugeur olympique, le piolet laissé en souvenir au départ de la pente. J'étais idéalement placé sur sa trajectoire. Avant que je n'ai eu le temps de tenter quoi que ce soit, je faisais partie du voyage. Notre démonstration de luge à 2 donna très vite dans le répertoire acrobatique. Roulade, salto, vrille, rodéo, le tout à une vitesse exponentielle, l'envolée finale s'annonçait superbe. Nous dûmes notre salut à une initiative de mon père, qui, à la faveur d'une nouvelle figure, avait réussi à s'agripper à mon piolet.
Fait étonnant pour quelqu'un qui avait toujours considéré cet engin comme encombrant, inutile. Un sillage digne du Titanic se creusa derrière nous, et le rythme de nos cabrioles se ralentit. Quelques ultimes secousses, et nous nous arrêtions, aussi ahuris que des automobilistes sortant indemnes de leur voiture après 15 tonneaux et 3 glissières d'autoroute. L'oncle, sa sœur, ma mère, lui avait dit « C'est pas compliqué pour nous trouver, la voiture est garée juste devant la maison. » Il était tombé 1,50 m de neige pendant la nuit. L'oncle Daniel était arrivé tôt le matin à Aiguille en terrasse où nous passions les vacances de carnaval. « Mais d'où que tu sors ?» lui avait demandé la mère sur un ton de reproche quand il finit par pousser la porte d'entrée. « Oh, attends, être bonne, toi. Tu verras, c'est facile, la voiture est garée juste devant la maison. Il a fallu que je déneige toutes les bagnoles de ce patelin à la cour. » Avant ce jour, l'oncle n'avait jamais fait de ski. Après non plus. Pour ne pas rater le spectacle, nous étions montés avec le frère les premiers au télésiège. Fidèles à leurs habitudes, les parents firent une arrivée très réussie. Le père enroulé autour du pylône de retour et la mère restait plantée sur son siège en hurlant. « Garde Pénin, 2 minutes d'arrêt !» lança la vigie, qui commençait à les connaître. Enfin arriva l'oncle, du grand art. Bien comme il faut, il avait relevé le garde-corps et s'était mis debout au moment où ses skis prenaient contact avec la neige. Il passa devant nous, raide comme la justice, en demandant « Pardon. Et maintenant, je fais quoi ?» La plante l'absorba, et suivant miraculeusement l'unique trace de dameuse entre 2 hauts murs de neige, il disparut derrière une cassure. On le retrouva beaucoup plus bas. Sa silhouette se découpait dans la couche de neige, exactement comme dans les dessins animés. Un autre grand moment de la journée fut la montée au téléski. Après les figures classiques, à plat ventre, assis, puis couché sur le dos, les skis croisés, transformés en bonhomme de neige vivant, il nous interpella. Ouais, au lieu de rigoler comme des baleines, là, les deux, là, vous pourriez pas plutôt me dire ce qu'il faut faire ? Faut attendre que la perche soit bien tendue. Avec les skis en chasse-neige. La tentative suivante aurait pu se passer à Mururoa. En plus de nos conseils douteux, 2 énormes patins de neige s'étaient formés sous ses skis. Solidement campé sur les jambes, il avait ôté ses gants pour mieux tenir la perche et s'était arc-bouté en arrière. Le ressort se tendit, 3, 2, 1, go ! Il s'envola comme catapulté. En chaussettes. Skis et chaussures étaient restés sur place, sous le regard médusé du perchman. Pour clore le tout, on nous annonça en fin d'après-midi par haut-parleur que le télésiège de retour ne fonctionnait plus. Ah non, c'est le bouquet avec la mère. C'est quoi cette piste de retour station ? S'était inquiété mon oncle. La piste de retour station était une route forestière de 5 km, surplombant le torrent. Le secouriste qui fermait la piste doit encore s'en rappeler. On avait tout essayé. D'abord, le laisser glisser jusqu'à ce qu'il tombe, mais la présence du ravin rendait cette technique très risquée. Le tenir, mon frère et moi, mon frère derrière, moi devant, un convoi qui prenait tout de suite une vitesse terrible et qu'on ne pouvait arrêter qu'en fonçant dans le talus. Le pisteur essaya même de l'encorder. La nuit tombait, quand il se résigna à continuer, d'abord à pied, mais il enfonçait jusqu'au ventre. Et puis, après, sur nos conseils, pendant quelques centaines de mètres, à genoux, pour finir en rampant. La loueuse de ski avait eu la bonne idée de lui demander comment il avait trouvé la neige. Excellente, madame. Ah, vraiment excellente. 1 hectare. Et pour la quantité, ah bah, rien à dire. On se fout pas de la gueule du monde ici. Le chien. Cabochard, teigneux, hargneux, bagarreur, le roquet de la famille avait toutes les qualités pour faire un bon alpiniste. Dans le civil, c'était pourtant un chien plutôt paisible. Mais il suffisait qu'une grande manœuvre se dessine, qu'on sorte les sacs à dos, que la voix de ma mère monte d'un ton, et il devenait intenable. Ne supportant pas d'être derrière, il prenait aussitôt la tête des opérations et se ruait, babine retroussée, vers tout ce qui bougeait, branches de sapin ondulant au vent, papillons, randonneurs à l'horizon. Ou tout ce qui aurait dû bouger, rocher à la forme suspecte, poteau indicateur, vache impassible. Son heure de gloire sonnait, si par hasard nous parvenions à atteindre le sommet. Lui, le bâtard court sur pattes, dominait la terre entière. Il se mettait à aboyer dans toutes les directions, signifiant à toute espèce vivante,
chien, chat, bipède, que c'était désormais lui le chef de meute. Il y avait forcément toujours un écho pour lui répondre. Après quelques secondes d'écoute incrédule, il rentrait dans une rogne terrible. Son discours d'investiture s'emportait, Florent Bon, l'adjudant de carrière. En guise de dernier argument, quand il ne sortait plus de sa gorge qu'un râle étranglé, il pissait contre le cairn de son idole. Le frère. Nous avions acheté une corde au marchand de cordes, un vendredi matin, sur le marché de Carpentras. Une grosse corde en chanvre, de 20 mètres de long. Un jour, où nous rôdions au pied des parois avec Roux, le copain de mon frère, qui à 14 ans était aussi barbu que ribouledingue, nous avions entendu un martèlement régulier. À cette époque, les dentelles de Montmirail, petits massifs montagneux, provençal, formés de crêtes pleines de trous, étaient fréquentés par des alpinistes, des vrais, avec knickers, chaussettes rouges et chaussures de montagne. Après avoir planté un piton, ceux-là avaient gagné le sommet de la pointe des Marseillais. Ils étaient descendus sur l'autre versant. Nous avions patiemment attendu, tapis dans les fourrés, puis nous étions montés jusqu'au piton. Cognant avec une pierre, les doigts rapidement en sang, il nous avait fallu près d'1 heure et demie pour arracher le précieux fétiche à la montagne. À la tombée du jour, nous nous étions glissés au milieu des buis pour rejoindre nos vélos, Roux en tête, le piton ostensiblement pendu autour du cou, mon frère la corde à l'épaule et moi avec le bas des pantalons roulé jusqu'aux genoux. Ce coup-ci, on en était.